Voilà, nous allons généraliser maintenant ce que nous venons de voir à un cas qu'on appelle un cas d'impulsion parfaite, au sens mathématique du terme. Une impulsion parfaite est une impulsion qui est représentée par donc cette impulsion ici, qui est un scalaire et une fonction de Dirac. Donc si je la représente au cours du temps, je vais avoir une fonction qui ressemble à ceci, t. C'est une fonction qui vaut 0 quand le temps t est négatif. Ici, elle est représentée par un Dirac. Un Dirac, on le représente par une flèche comme ceci. Et là, ce serait donc P de t. C'est un peu parfois perturbant de voir que une force peut s'exprimer comme une impulsion fois un Dirac. Mais alors, il faut retenir que les unités d'un Dirac, donc les unités d'un Dirac, c'est l'inverse des unités de son argument. Donc l'inverse de Dirac de t, c'est 1 sur seconde. Et donc, si je fais simplement les unités de l'impulsion fois un Dirac, j'obtiens des newtons secondes par seconde. Donc ça nous donne bien des newtons, et on a bien une force qui est appliquée sur le système à 1 degré liberté. Je vous rappelle quelques propriétés en passant donc des fonctions de Dirac. Une fonction de Dirac, qui serait donc delta de t moins t0, elle est égale à 0 partout où t est différent de t0. Donc ça veut dire que la sollicitation, elle vaut 0 pour nous partout, sauf à l'instant initial, parce que l'argument du Dirac qu'on considère est t. L'intégrale de n'importe quelle fonction continue f de t fois un Dirac sur l'entièreté du domaine, ou sur n'importe quel domaine en réalité, pour autant qu'il contienne la singularité, est égale à la valeur de f en t0. Bien voilà, c'est ce que je rappelais tout à l'heure. Donc les unités du Dirac, ce sont les unités de l'inverse de son argument. Si on avait un Dirac spatial, par exemple, pour indiquer qu'on a une charge concentrée sur une poutre, on verra ça beaucoup plus tard dans le cours. Si on dit qu'on a envie de localiser une charge à l'endroit x égale 0, mais les unités de ceci sont de 1 par mètre. D'accord ? C'est du détail, on en reparlera plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Un exemple de fonction de Dirac, c'est la limite de la distribution gaussienne. Ou bien un autre exemple de Dirac qu'on peut facilement donner. Si je donne une fonction de t, l'instant t0 est là. Je prends une fonction qui a une largeur epsilon, qui a une hauteur 1 sur epsilon, et la fonction est constante sur cet intervalle-là. Si je regarde la limite, quand epsilon tend vers 0, de cette fonction de t et du paramètre epsilon, eh bien en réalité c'est une fonction de Dirac. Je ferai l'écrire t moins t0 pour être précis. Ok, donc si on a bien compris ce que c'est qu'une fonction de Dirac, on voit qu'en fait ici, on résout l'équation du mouvement. On résout l'équation du mouvement en disant que donc on va regarder ce système masse-ressort. On lui met maintenant un petit peu de viscosité parce qu'on a envie d'être tout à fait générique. Et il est soumis à une force qui est une force impulsionnelle. Puisque la durée du chargement est très courte, on s'attend à ce que la réponse soit gouvernée par I sur m oméga 1, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le cas limite d'une sollicitation qui est une sollicitation rectangulaire. D'accord, mais ceci dit, on généralise tout ça. Alors comment peut-on faire pour généraliser ? On va prendre l'équation du mouvement qui est montrée ici en haut de l'écran. On intègre l'équation du mouvement à gauche et à droite sur un laps de temps qui est très court, un laps de temps dt. Donc en faisant ça, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a l'intégrale de toute l'équation du mouvement égale au membre de droite l'intégrale de I delta t sur m. On va d'abord regarder le membre de droite parce qu'il est facile à traiter. I sur m est constant, on peut sortir de l'intégrale. Il reste l'intégrale du Dirac. On intègre le Dirac et on passe sur la singularité, donc l'intégrale vaut 1. Donc il nous reste I sur m au membre de droite, l'impulsion, quantité de mouvement, l'impulsion divisée par la masse. Alors maintenant, on va regarder donc la limite quand dt tend vers 0. Bien sûr, on a le droit de le faire, ça ne change rien à ce qu'on vient de calculer pour le Dirac.
Et on va garder la limite quand dt tend vers 0 de l'intégrale à gauche. Puisqu'on a dans l'intégrale une somme de 3 termes, on va calculer chacun des termes indépendamment l'un de l'autre. Le premier nous dit qu'on doit calculer l'intégrale de 0 à dt de l'accélération. Quand on primitive l'accélération, on a la vitesse. Donc on doit faire varier la vitesse entre 0 et dt. Puisqu'on considère comme condition initiale que q de 0 égale 0 et que la vitesse est égale à 0, j'utilise cette deuxième condition et il me reste simplement la vitesse en dt. Et si dt tend vers 0, j'ai la vitesse en 0+, c'est-à-dire tout juste à la fin de l'application de l'impulsion. D'accord? Donc quand je dis q dot de 0+, c'est la vitesse à l'instant initial, puisque t est égal à 0, en t égale à 0+, juste après implication de l'impulsion. Ok, je fais pareil avec le deuxième terme. Dans le deuxième terme, qu'est-ce que je dois faire? Je dois primitiver la vitesse. La primitive de la vitesse, c'est une position. On a la position à faire varier entre 0 et dt, donc on a q de dt. Et là, qu'est-ce que je dis? Je dis que si dt tend vers 0, la limite, elle tend vers 0. Pour quelle raison est-ce qu'elle tend vers 0? Parce que si je regarde l'évolution au cours du temps de la réponse, je vais obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Si je fais un zoom dans le voisinage de l'origine, si je suis d'accord que la pente, si je suis d'accord que la pente à l'origine doit être égale à 0 à cause de la condition limite, et que le déplacement doit être égal à 0 à cause de la condition limite, donc là on a Q au cours du temps, là on a le temps, en fait, si je suis d'accord de dire qu'il se passe quelque chose pendant un certain laps de temps ici, qui est le laps de temps TD, qu'on va faire tendre vers 0, et à la sortie duquel on se retrouve avec une certaine pente, mais si dt tend vers 0, je veux bien qu'éventuellement la pente ne soit pas nulle, donc c'est-à-dire que la vitesse éventuellement n'est pas égale à 0, mais par contre, il est tout à fait impossible que la position ne tende pas vers 0. Donc si dt tend vers 0, la position doit être égale à 0, on est en mécanique rationnelle, on n'est pas en train de faire de la mécanique quantique, donc si une particule est à la position 0 à l'instant initial, à un instant qui lui est infiniment proche, il n'est pas possible que la particule se trouve à un autre endroit que 0. Okay. Par contre, on peut lui communiquer une certaine vitesse à l'instant initial. Donc une discontinuité dans la vitesse est autorisée, mais pas une discontinuité dans la position. D'accord? Donc discontinuité dans la vitesse. Alors ensuite, si on regarde le dernier terme, le dernier terme c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à dt de q de t dt. Ça c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas primitiver la position. La primitive de la position, c'est quelque chose qui n'a pas de notation habituelle. Mais par contre, on peut représenter cette intégrale. Donc cette intégrale, si je reviens sur la figure ici au-dessus, si je regarde l'intégrale sur un laps de temps qui va de 0 à dt, ça correspond à cette surface-là. Et si on vient de se convaincre qu'effectivement le déplacement tend vers 0, cette intégrale-là doit tendre également vers 0 dans le cas limite. Donc, si maintenant j'égale le membre de gauche et le membre de droite, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que la vitesse tout juste après l'application de l'impulsion, ici, est égale à I sur M. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe après l'instant initial, donc après l'application de l'impulsion, est une solution qui est une solution d'une réponse libre avec des conditions initiales qui sont un déplacement nul et une vitesse initiale égale à I sur M. Dans ce cas-là, je vous ramène au dia qu'on a étudié dans un cours précédent relatif aux réponses libres et qui nous dit simplement que la forme de la réponse libre alors prend la forme qui est représentée ici. Donc c'est-à-dire 0 quand t est négatif ou nul, et quand t est positif, on a une exponentielle décroissante qui vient moduler un sinus. Et par définition, on appelle cette fonction-là, on l'appelle la fonction de réponse impulsionnelle. C'est une fonction qui est excessivement importante. D'accord? Donc la fonction de réponse impulsionnelle, c'est la réponse à une impulsion unitaire, et elle vaut 1 sur m oméga d, exponentielle décroissante fois le sinus.
Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ben, évidemment, il n'y a pas de surprise. On retrouve que la valeur maximale, elle est donnée par I sur M oméga D. Oméga D étant la pulsation amortie. Mais vous vous souvenez qu'oméga D est très proche de oméga 1 parce que l'amortissement est petit. Et donc, en fait, on vient tout simplement donc de généraliser, au cas d'une impulsion de Dirac, on vient de généraliser la formule qu'on a vue tout à l'heure dans le cadre d'un rectangle. Ok, alors on peut donc étendre. Si on regarde maintenant la réponse du système à 1 degré liberté à une pulsation qui est appliquée à l'instant t égale tau, on l'obtient simplement en remplaçant t par t moins tau dans la fonction de réponse impulsionnelle. Et on obtient donc la même fonction. Vous voyez qu'ici au numérateur, j'ai remplacé i par 1 pour indiquer qu'on parle de la fonction de réponse impulsionnelle ou la fonction de réponse impulsionnelle unitaire, donc sous une impulsion unitaire. Il suffit donc de remplacer t par t moins tau là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va arriver vers une intégrale de convolution que vous connaissez bien de vos cours de système. On peut dire quoi? On peut dire que n'importe quelle sollicitation P de t, donc P de t au cours du temps, n'importe quelle sollicitation peut être représentée comme une succession d'impulsions. Donc vous voyez qu'ici, si on prend un delta t qui tend vers 0, on peut représenter la sollicitation comme une somme de sollicitations. Alors cette représentation sous forme d'une somme est excessivement importante et intéressante pour nous. Pourquoi? Parce qu'on est dans la limite d'application du principe de superposition. Vous vous souvenez qu'on étudie de la dynamique linéaire. Donc la réponse sous l'effet de la somme de ces impulsions est égale à la somme des réponses obtenues sous chacune d'elles. Donc, puisqu'on vient de développer un outil qui est la réponse impulsionnelle, qui nous permet de calculer la réponse à une impulsion à un instant donné, ou bien à un instant décalé, on vient de la généraliser, peu importe, la réponse à une impulsion, c'est la réponse à une impulsion. Et on est capable de déterminer comme ceci la réponse sous chacune des impulsions qui composent en réalité la sollicitation. Chacune d'elles va ressembler aux réponses qui sont les réponses libres amorties qu'on voit ici en dessous, et la somme de ces réponses libres amorties, si on les somme, nous donne une réponse qui est la réponse dynamique totale. Dans ce cas-là, l'exemple qui est choisi montre qu'on n'a pas beaucoup d'amplification dynamique, elle est toute petite, on voit bien qu'on a une réponse dynamique qui est légèrement différente de la réponse quasi-statique, mais de toute évidence, l'amplification dynamique est assez faible ici. Et donc si on veut traduire tout ce que je viens d'expliquer maintenant d'un point de vue mathématique, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la réponse appliquée à l'instant, la réponse sous l'impulsion appliquée à l'instant tau, donc je vais prendre une impulsion qui est tout à fait générique et qui est appliquée à l'instant tau. Okay, donc la valeur de la sollicitation à cet instant-là, c'est P de tau, mais c'est surtout l'impulsion qui nous intéresse. I, elle est égale à P de tau fois d tau. Alors, puisque c'est un laps de temps infinitésimal, mais la contribution à l'impulsion complète, c'est une contribution infinitésimale. D'accord? Donc, si je reviens à la définition, I, ce sera la somme de toutes les petites impulsions, donc l'intégrale des dI, c'est l'intégrale de P des taux, P de taux des taux. Ok, c'est la définition qu'on a donnée pour l'impulsion, donc on est tout à fait cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, si on considère l'impulsion qui est appliquée à l'instant t égale tau, qui est donnée par ceci, mais la réponse qui correspond, donc la réponse qui est représentée ici, on la calcule comment? On la calcule comme étant cette valeur de l'impulsion multipliée par la fonction de réponse impulsionnelle décalée. Pour quelle raison? Parce que j'ai envie qu'elle démarre à l'instant tau. Donc je fais h de t moins tau multiplié par di, et ça me donne une contribution dq. Donc ceci, c'est la contribution dq de t. Évidemment, c'est valable quelle que soit la valeur de t, c'est valable quand t est plus petit que tau, et c'est valable quand t est plus grand que tau, parce qu'on a pris soin de définir la fonction de réponse impulsionnelle comme étant une fonction de réponse impulsionnelle qui est aussi définie quand t est plus petit que tau. Elle vaut 0. Donc si on substitue dans cette expression-là l'expression P de tau fois d tau pour le second facteur,
On peut simplement donc maintenant observer que la réponse totale sous l'ensemble de ces impulsions, elle est obtenue en les sommant toutes, donc en faisant l'intégrale de la fonction de réponse impulsionnelle multipliée par la sollicitation P de taux des taux. Et donc si on remplace maintenant h de t moins taux par son expression, on obtient cette intégrale, qui est une intégrale de convolution. Elle est bien connue, c'est l'intégrale de convolution, et elle est due dans la thématique de la dynamique des structures, elle est due aux travaux de Duhamel. Alors ceci correspond à d'autres choses que vous connaissez d'un point de vue mathématique et de manière beaucoup plus générale et qui provient du cadre de vos cours de système. Je l'ai simplement illustré ici en expliquant que la convolution correspondait à une somme de réponses sous l'effet des impulsions qui composent en réalité la sollicitation appliquée. D'accord, donc on donne un petit peu de physique sur la signification de cette intégrale de convolution. Alors qu'est-ce que Duhamel a fait pour pouvoir donner le nom à cette fameuse intégrale de convolution? Parce que Duhamel, en réalité, il a, pour toute une série de sollicitations, il a tabulé les résultats de cette intégrale. Donc il faut savoir que les résultats de cette intégrale donc, ont été fournis par Duhamel dans le cas xi égale 0 uniquement. Malheureusement, c'est un peu dommage parce que souvent on a besoin d'amortissement. Mais bon, voilà, c'est un travail notable et reconnu malgré tout. Donc il a tabulé les résultats de cette expression. Par exemple, quand P de t est égal à une constante P0, Duhamel nous dit que le résultat de l'intégrale, il s'exprime comme P0 sur K fois 1 moins cos oméga 1t. Ça nous dit quelque chose, on l'a déjà vu, hein, c'est la réponse à la sollicitation rectangulaire. Mais alors vous voyez qu'il y en a un paquet, il y en a d'autres, il y a A fois T, il y a BT carré, il y a des phases montantes et puis des plateaux, etc. etc. Ok, donc elles sont toutes représentées ici. Ah ben voilà celles dont on parlait tout à l'heure. Elles sont toutes représentées ici pour votre information et si éventuellement vous en aviez besoin. Voilà. Ceci clôture la partie réponse aux sollicitations. Je vous laisse quelques exercices éventuellement à regarder par vous-même. Donc, calculer le SRS, donc le spectre de réponse au choc, pour les autres types de pulses qui sont donnés sur la dia précédente, ou bien déterminer avec l'aide de la table de Duhamel la réponse d'un système à 1 degré liberté à une sollicitation qui a une décroissance exponentielle. Donc allez simplement vérifier dans la table, allez chercher dans la table la sollicitation qui correspond à la question posée, donc qui est celle-ci, et vérifier que vous obtenez un résultat, notamment le coefficient d'amplification dynamique, donc l'amplitude maximum ici, vérifier avec des simulations numériques par exemple dans MATLAB et la routine Newmark que vous connaissez. Prenez des valeurs numériques pour les paramètres et vérifiez que vous obtenez bien le même résultat. L'intérêt évidemment de la table de Duhamel est de nous donner directement un accès à une valeur analytique pour ces valeurs maximales. Voilà, bon travail avec ces exercices. Dans la prochaine séquence, on abordera la réponse dans le domaine fréquentiel. On recommencera de nouveau par un petit exercice.